Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Vous avez été l'un des créateurs du FN, que vous avez dirigé de 1972 à 2011, soit pendant près de 40 ans. Et vous avez une carrière assez impressionnante dans le milieu politique, puisque vous avez amené votre parti à un point important. Vous avez réussi à être au second tour à la présidentielle de 2002. Et dans cette interview, nous allons parler de la place du chef et de qu'est-ce qu'un chef. Et ce sera notre première question. Par votre parcours de meneur d'hommes, de projet, d'équipe, pour vous, qu'est-ce qu'un bon chef? C'est parce que c'est qu'un bon chef. Je crois savoir ce que c'est qu'un chef d'abord. S'il est bon, ça n'est pas moi qui en juge. Le chef, c'est une personne qui a des qualités supérieures et qui l'amène à prendre sa première qualité qui est la responsabilité. En plus, le chef est un prévoyant, puisque gouverner, c'est prévoir. Ensuite, c'est quelqu'un qui a la capacité de récompenser et de sanctionner. Parce qu'il y a toutes sortes de chefs. Les chefs de gare, les chefs de rang, les chefs de... voilà. Alors moi, je suis très favorisé dans cette définition, parce que mon nom signifie le chef. Le Pen, en breton, c'est la tête. La tête, le chef. Voilà, c'est comme ça. Et mon père était patron pêcheur, mon grand-père était patron pêcheur. Autrement dit, toujours dans des postes de commandement et de responsabilité. Alors, le chef, c'est quelqu'un qui commande, qui donne des ordres qu'on exécute sous peine de sanction et dans l'espoir de récompense. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines qualités qu'un chef doit particulièrement avoir, des qualités humaines, des qualités... Eh bien, d'abord l'autorité. L'autorité. La capacité à faire exécuter les ordres qu'il donne et éventuellement à sanctionner leurs manquements. S'il s'agit en particulier d'un chef de guerre, les responsabilités vont jusqu'à la vie et la mort de ceux qui obéissent. Car la qualité du chef, c'est d'obtenir l'obéissance. Il l'obtient plus facilement s'il exerce un rayonnement, une influence, un attachement qui peut être sentimental, d'ailleurs qu'il l'est souvent, mais sans lequel il n'y a pas de relation de chef à exécutant. Sauf dans les cas particuliers où le chef est nommé par une autorité supérieure et s'inscrit dans une hiérarchie. Par exemple, le préfet est le chef du département, mais il est sous les ordres du ministre de l'Intérieur et il est nommé en Conseil des ministres. Bon, moi je crois que ce qui vous intéresse le plus, c'est le chef sui generis, celui qui s'érige en chef et qui est reconnu comme tel par un nombre plus ou moins grand de gens qui vont constituer à ses ordres une force d'exécution. Et donc justement, pensez-vous que l'on est leader ou qu'on le devient? Je crois qu'on est. On a un tempérament de chef. Si je prends ma vie, moi j'ai toujours été le chef des milieux dans lesquels je me propulsais. Dès l'enfance, dès l'adolescence. Un entraîneur, quelqu'un qui marche devant et qui en principe, en France, et sous cette condition, est généralement suivi. Voilà. Alors les relations du chef peuvent être de stricte autorité,
elles peuvent être aussi imprégnées de sentiments, voire même d'affection. Et justement, au vu de votre grande carrière, est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter sur votre carrière de chef, justement? Parfois, je sais pas. Un moment où vous avez vraiment senti que vous avez dû prendre ces responsabilités dont vous parliez tout à l'heure, où vraiment l'autorité doit faire paraître, une anecdote à nous faire partager sur... L'une des qualités du chef aussi, c'est le courage face à l'adversité. Alors dans ce domaine-là, moi j'ai un geste de courage politique dont je suis particulièrement fier, sur les élections de 74, où je fais 0,74% des voix. Toute autre personne, probablement, devant ce résultat, se serait résignée et retirée. Et moi, je me suis maintenu et j'ai entamé un long parcours, plein d'embûches et de difficultés, pour arriver jusqu'à 84, tout en menant une carrière professionnelle, puisque j'étais éditeur phonographique. C'était mon gagne-pain. Je travaillais j'avais créé une collection de disques, 30 cm de grands disques, dont j'ai dû faire à peu près 100 numéros, qui étaient axés principalement, et pas exclusivement, sur les documents sonores authentiques. Vous avez dit du coup que même lors des plus grandes défaites, vous continuez à avancer. Est-ce que c'est facile de mobiliser ces équipes? Comment est-ce qu'un chef fait pour motiver, pour entraîner les gens avec lui? Il marche devant. Il marche devant. Il donne la direction. Il prend les risques plus que les autres. Voilà. Et en France, en tout cas, quand un chef fait cela, il est suivi. Est-ce que vous avez une figure d'un grand chef qui vous a marqué, qui vous a inspiré, un grand chef de France? Le plus grand chef pour lequel j'ai l'admiration, c'est Jeanne d'Arc, qui a été un chef de guerre même, hein, mais qui a été blessé, je crois, 2 ou 3 fois à l'ennemi, et donc qui bénéficie en plus d'une adhésion presque mystique par sa qualité de vierge combattante. C'est rare. Oui, autrement, je sais pas, j'ai eu des chefs... voilà, moi j'étais de tempérament un peu rebelle. Alors il y a 2 milieux dans lesquels je n'ai eu aucun problème d'obéissance. C'est les jésuites, quand j'étais collégien, et la Légion étrangère, où j'étais officier de parachutiste. Parce que ce sont 2 milieux où les chefs sont astreints aux mêmes obligations que ceux à qui ils donnent des ordres. Vous avez été chef de milliers de militants. Et quels conseils vous pourriez donner pour les personnes qui veulent mener un groupe à un but commun? D'abord, si possible, en être digne, non seulement moralement, mais je dirais mentalement, psychologiquement. Puisque vous parlez du chef, celui-ci a un rayonnement personnel sans lequel il n'est pas chef. Le problème étant d'obtenir des siens une obéissance, une relative soumission dans l'exécution, évidemment, de la mission qui a été acquise aux yeux de tout le monde. Le chef doit être exemplaire? Oui, il faut être le plus exemplaire possible, bien sûr, mais il y a eu des chefs
mœurs contestables quelquefois, mais qui était certainement compensée par une qualité principale qui était le courage. Mais je vous ai parlé tout à l'heure de la prévision, et le chef doit, pour être admiré, obéi et suivi, avoir des qualités intellectuelles et affectives particulières. C'est parce qu'on pense qu'il voit juste, qu'il peut agir droit, et à ce sens, être suivi sans réticence. Il doit être aussi capable de sanctionner. À la guerre, évidemment, c'est l'ennemi qui sanctionne les erreurs. Mais le chef peut être amené à se faire respecter et respecter la loi à l'égard d'un certain nombre de gens qui peuvent être des rebelles ou des déserteurs ou des traîtres. Pensez-vous que pour être légitime, un bon chef doit gravir petit à petit les échelons ou pas forcément? Ça n'est pas nécessaire. Je crois que le chef naturel est peut-être propulsé par un mouvement intime dans une situation de commandement exceptionnelle. C'est l'histoire de la barricade, qui monte sur la barricade, par exemple. Mais le chef dont vous parlez, c'est celui qui gravit les échelons d'une hiérarchie et qui doit démontrer pendant ce temps-là sa capacité d'obéissance aux ordres supérieurs et de réalisation de ceux-ci par un certain nombre de gens qui lui sont subordonnés. Voilà. Mais le chef naturel entraîne par son exemple, par l'admiration qu'il suscite. Est-ce que vous pensez qu'un peuple, un parti ou quelconque organisation choisit toujours le bon chef? Est-ce que c'est naturel de choisir une personne et de... Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Les élans du cœur, en particulier les élans affectifs, ne sont pas toujours raisonnables. Mais le problème, c'est qu'ils doivent correspondre à un moment donné. Et si cet élan n'est pas coupé par une balle ou un boulet, eh bien, en effet, il est susceptible d'entraîner des gens qui ont ressenti les mêmes peurs et les ont vaincus de la même manière à leur niveau. Nous allons parler maintenant des chefs français en général. Aujourd'hui, l'ENA est le symbole des élites françaises. Et récemment, nous avons appris qu'elle va être restructurée en ISP, l'Institut du service public. Est-ce que vous pensez que les énarques remplissent aujourd'hui leur rôle de chef pour les Français? Sans doute. Je pense que c'est un concours qui sélectionne des élites administratives capables de s'insérer dans un tissu d'obligations raisonnables. Ça ne me paraît pas être là. On peut être un énarque et un chef, mais le fait d'être énarque ne fait pas de vous un chef, et encore moins forcément un bon chef, selon votre définition. Un bon chef, c'est quelqu'un qui est capable d'être obéi. Beaucoup disent qu'aujourd'hui on ne trouve plus de bons chefs. Donc pensez-vous qu'il est encore possible en France aujourd'hui de trouver des bons chefs? Bien sûr. Peut-être est-il un jeune garçon ou une jeune fille. Notre histoire l'a démontré. De façon absolument paradoxale que le plus grand héros français soit justement une jeune fille.
C'est assez paradoxal dans un pays qui est quand même relativement macho. Hein. Oui, parce que jamais les femmes n'ont occupé une position officielle de gouvernement. Il y a eu Madame Édith Cresson, chef d'un gouvernement modeste, disons. Mais en règle générale, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à ce que peuvent penser les Français, qui se croient des libéraux sur ce terrain-là, eh ben en fait, il n'y a pas de place pour les femmes dans les hauts commandements. Et dans les affaires, pourtant, il y en a. Notre école est d'ailleurs présidée par une femme. Oui, oui. Ce n'est pas antinomique, c'est possible. Je crois les femmes tout à fait capables des mêmes résultats que les hommes. Mais, comme les femmes ont une fonction, un rôle essentiel et particulier, qui est de concevoir des enfants et de les élever, le temps qu'elles consacrent à leur famille se prend sur leur activité professionnelle ou publique, et inversement. Il y a donc de leur part nécessité de faire un partage, et selon moi, leur rôle principal, qui n'est exclusif d'aucune autre fonction, mais c'est de faire des enfants. Là aussi, ça correspond à un désir, une capacité, mais comme je crois, alors là nous sommes à côté de votre terrain, comme moi je pense que les phénomènes dominant le monde seront liés aux problèmes démographiques. La population mondiale est passée en 50 ans de 2 à 8 milliards. Elle est en explosion littérale, c'est-à-dire qu'elle est en développement exponentiel. Quand la population quadruple, quintuple, décuple, dans des pays dont les ressources sont limitées, il est évident que le résultat en est soit des guerres internes, soit des guerres latérales, soit, et surtout ce qui nous intéresse nous, un mouvement d'émigration, de fuite de ces endroits de misère pour aller vers ce qui à leurs yeux est l'Eldorado, que j'appelle l'Eldorado de la Méduse. Nous apprenons dans nos cours de leadership que le chef a charge d'âme. Qu'en pensez-vous? Il peut considérer ça comme un devoir personnel qui tient à sa propre conception du monde, mais ça n'est pas inscrit dans le cahier d'obligation du chef. Le chef, mais quand il manifeste un certain nombre de qualités, ne sont-ce pas des expressions de l'âme aussi? Si nous entrons sur ce terrain mouvant, il faudrait d'abord définir qu'est-ce que l'âme. Et comment entraîne-t-on les âmes? Vous avez été chef de parti, du coup. Est-ce que vous pensez que l'autorité, l'aura du chef passe aussi par la parole? Et comment faire au mieux pour que cette parole ait un effet sur les militants dans votre cas, mais sur les gens qui nous suivent dans n'importe quel autre? Oui, mais dans mon cas, ça n'est pas calculé. Quand j'étais orateur politique, je n'avais pas comme premier objectif de séduire et d'attirer à moi les gens à qui je parlais. J'avais le devoir de leur dire ce que je pensais. Et si ce que je pensais leur plaisait, ben, tant mieux. Si ça ne leur plaisait pas, tant pis. Voilà. L'homme qui monte sur une estrade doit savoir qu'il s'expose à la fois aux applaudissements, mais aussi aux sifflets.
Et c'est vrai qu'il existe, ça existe aussi au théâtre d'ailleurs, entre les spectateurs et l'orateur, une relation d'un type particulier, réciproque, qui peut provoquer quelquefois quelques élans de talent. Est-ce que le chef peut avoir une implication pour aider à cette cohésion, justement? Mais je pense que ça lui est naturel. Vous parlez d'un chef particulier qui est un orateur, parce qu'on peut être chef sans être orateur. Encore que la parole même de quelqu'un qui n'est pas orateur a son importance. Il y a une chimie sociale particulière qui s'établit notamment par rapport aux grandes masses. Comment se fait-il que l'on puisse, à un moment donné, susciter, à condition que la sono soit bonne, les mêmes sentiments au dernier rang d'un public qui peut compter 10 000 spectateurs. Les artistes le font, Johnny fait ça. Eh bien, les orateurs politiques, quand les Français avaient pour la politique le même goût qu'ils ont pour le rock, on avait des réactions de ce type. Le chef est-il un homme providentiel? La conjonction des événements peut amener quelqu'un à être propulsé dans ce rôle-là, qu'il n'avait peut-être même pas prévu lui-même. Mais c'est le rôle de l'événement dans les comportements. Il faut être là au moment où ça se passe. Si vous n'êtes pas là, ça se passe sans vous, ou ça ne se passe pas. Voilà. Vous pensez que les circonstances font tout? Font beaucoup. Il faut une conjonction qui ne dépend pas des hommes entre l'événement et l'interprète. Le héros, encore une fois, il faut, pour avoir la croix de guerre avec palme, il faut avoir exécuté son acte de courage sous les yeux de celui qui distribue les croix de guerre. Si vous le faites derrière son dos, vous n'aurez même pas un clou. Alors ça, il y a des gens qui ont le talent de se mettre au premier rang, de se faire valoir. Puis il y a des gens qui le font naturellement, et là c'est une chance qui joue. Il faut avoir de la chance pour survivre. Pour finir, que donneriez-vous comme conseil aux élèves de l'ICEP qui ont pour but de devenir des bons chefs, peut-être politiques comme vous, mais peut-être associatifs? Quels seraient les conseils que vous donneriez à ces élèves qui veulent devenir les futures élites françaises? Il faut se donner à sa cause sans calcul, en sachant que la vie humaine est courte et pleine de risques. Bien souvent, c'est votre tempérament qui vous portera ou ne vous portera pas. Il y a ce tempérament qui porte à se jeter sous la table. Le tempérament consiste à monter sur la table. Et une fois qu'on a pris l'habitude, le pli, on est tout naturellement... La réputation joue un grand rôle aussi.
Elle peut décevoir quelquefois, mais elle aide tout de même à accepter la supériorité du chef. Il faut qu'on le croie quand même meilleur que soi, au moins dans la mission qui est définie à ce moment-là. Est-ce que vous auriez un petit mot pour conclure sur cette notion de chef? Que Dieu donne à la France des chefs capables de rassembler son peuple et de l'apprêter au combat, car c'est cela qui les attend. Vous êtes tous attendus par l'histoire.